Bonsoir à tous. J'espère que vous avez encore un petit peu de jus pour cette dernière présentation avant l'apéro. Dans cette présentation, je vais vous parler de portée du machine learning sur FPGA, comme vous l'a déjà introduit Lucas. Donc, je vais tout de suite commencer par vous poser une question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient par hasard déjà eu l'envie de faire du machine learning directement en VHDL plutôt qu'en Python? Donc, n'hésitez surtout pas à lever la main si c'est le cas. Pas grand monde à ce que je vois, quand même deux trois courageux. Alors effectivement, c'est une tâche qui serait assez laborieuse. Et du coup, je vais vous présenter un outil qui permet un petit peu de se simplifier la tâche pour éviter de devoir s'atteler à ça. Avant de poursuivre, une brève présentation de votre interlocuteur. Donc, Julien Michel, je suis ingénieur en électronique et étudiant master. Mes centres d'intérêt dans l'électronique, c'est principalement tout ce qui touche au système embarqué, notamment les FPGA. Ça fait un petit moment que je suis dans les parages de la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg. Donc j'ai commencé avec mon bachelor en 2020. À partir de 2023, j'ai enchaîné en tant que collaborateur scientifique à temps partiel en parallèle à mon master. Et actuellement, je suis en train de réaliser mon travail de master, toujours dans les locaux de l'école, qui porte sur le développement d'un microcontrôleur d'architecture RISC-V. Je vous en retoucherai un petit mot à la fin de la présentation. Donc pour vous donner un petit peu le contexte, la framework que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de l'utiliser dans le cadre de mon projet d'approfondissement, donc dans le cadre du master, c'était le semestre passé. Et le but du projet, c'était donc d'évaluer la possibilité d'utiliser une cible FPGA pour, pour détecter des drones sur des images vidéo en utilisant du machine learning, notamment un modèle YOLO. YOLO, c'est You Only Look Once, donc, qui est un modèle de détection et classification d'images qui a pris pas mal de popularité dans les dernières années. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelle est cette idée? Pourquoi on aurait envie d'utiliser une FPGA pour du machine learning? Alors, les FPGA, elles ont des propriétés assez bien connues qui peuvent s'avérer très intéressantes, justement dans le cadre du machine learning. Donc, premièrement, de par leur parallélisme, ça permet d'être très intéressant, par exemple, pour faire des opérations matricielles, des convolutions, etc. Ensuite, ces opérations, elles peuvent être effectuées à des fréquences très élevées, ce qui permet de maximiser le flux des données. Et puis, au niveau de la consommation, c'est de nouveau intéressant. Typiquement, une FPGA, ça sera moins lourd à déployer qu'un GPU, par exemple. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est on a la motivation, on veut utiliser une FPGA, comment on s'y prend? Je vous ai déjà un peu spoilé, donc ce serait un peu laborieux de commencer depuis zéro et puis de se lancer de décrire un réseau de neurones de A à Z dans un langage HDL. Et c'est pour ça qu'on a donc VTCI qui est là pour nous sauver et dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc VTCI, c'est une framework qui a été développée par Xilinx. Xilinx, c'est un fabricant historique de FPGA qui appartiennent aujourd'hui à AMD. Donc ce qu'ils proposent, c'est une solution clé en main pour pouvoir intégrer du machine learning dans leur system on chip. Donc ça, c'est un premier point important. En fait, il est nécessaire d'avoir un system on chip, c'est-à-dire une puce où on aura une partie de logique programmable, qu'on appellera PL, et puis une partie processing system, donc c'est un CPU, qu'on appelle donc PS. Retenez bien ces deux termes, PS et PL, parce que je vais les utiliser encore quelques fois durant cette présentation. Donc cette framework, elle est compatible uniquement avec des puces qui ont ces deux parties sur la même puce. Si on a une puce qui n'a qu'une FPGA, ce ne sera pas compatible. Donc le principe, c'est qu'on va utiliser une IP qui s'appelle Deep Learning Processing Unit, ou DPU. Cette IP, en fait, c'est un accélérateur matériel générique qu'on va venir mettre dans le côté de la logique programmable, donc de la partie FPGA de la puce, et qui va pouvoir être accessible par le CPU pour accélérer quelques opérations. La framework, un dernier point important, c'est qu'elle n'est compatible qu'avec les réseaux de neurones convolutionnels, donc toutes les autres architectures
de réseaux neuraux ne seront pas supportés. Je vais vous présenter un petit peu plus en détail donc, cette IP qui est le Deep Learning Processing Unit. Donc, elle est mise à disposition par la framework. Comme je vous l'ai dit, on va la retrouver dans l'APL, donc dans la partie FPGA. On peut vraiment la voir comme une sorte de coprocesseur qui a ses propres instructions, et donc le CPU va utiliser ces instructions pour lui dire quelles tâches, quelles opérations il doit exécuter. Il y a plusieurs configurations ou architectures qui sont possibles. On peut imaginer par exemple avoir deux DPU ou plus même dans la partie logique programmable, bien sûr dans la limite des ressources disponibles. Et puis un point important qu'il faut retenir, c'est que dans cette approche, le CPU va toujours garder un rôle central. Donc les données vont toujours devoir transiter par le CPU. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu le principe, la question qui se pose de nouveau, c'est concrètement comment on va mettre tout ça en place. Donc je vais vous présenter le workflow que moi j'ai utilisé, qui est constitué globalement de 4 étapes. Donc tout d'abord, développement de la plateforme hardware, de la plateforme firmware, la compilation du modèle et puis développement d'une application software. Ces 4 étapes, je vais revenir dessus un peu plus en détail donc, dans la suite de cette présentation. Et puis elles vont nous permettre de préparer l'environnement pour pouvoir ensuite inférer notre modèle sur notre FPGA. À savoir qu'il existe un autre workflow qui est un petit peu plus orienté software, mais dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Cependant, le résultat globalement est le même. Du coup, on va tout de suite commencer avec la première étape de ce workflow, qui est donc le développement de la plateforme hardware. Le but de cette étape, ça va être de décrire l'architecture qu'on retrouvera dans la logique programmable, donc dans l'APL, et puis aussi l'interface qu'on aura depuis cette logique programmable vers la partie processing system. Concrètement, voilà à quoi ça ressemble. Je vous ai mis une petite séparation un petit peu pour vous aider à faire la différence entre les deux parties du FPGA. Donc, on a ici un premier bloc qui correspond à l'interface avec le CPU. Et puis dans l'APL, notre fameuse IP, le Deep Learning Processing Unit. Et puis tous les autres blocs, c'est simplement 2-3 blocs de gestion, des resets et des clocks. Et donc c'est ici que VTSI est assez intéressant parce que tous ces blocs ils sont prêts à être utilisés, mis à disposition par la framework. Il suffit de les instancier, de les connecter ensemble. Il y a tout de même quelques configurations nécessaires pour le DPU notamment, mais pas de HDL à développer, donc pas de VHDL, ce qui est du coup plutôt une bonne nouvelle. Une fois donc que c'est prêt, que ce design a été préparé, on peut du coup lancer les différentes étapes du flow FPGA, donc synthèse, implémentation, génération du bitstream, et puis on va exporter ce design pour pouvoir l'utiliser dans la prochaine étape. La prochaine étape qui est donc développement de la plateforme firmware. Le but de cette étape, une fois maintenant qu'on a configuré la logique programmable, ça va être ici de configurer l'environnement qu'on retrouvera dans la partie processing system. Globalement, ça va se résumer à mettre une image PetaLinux sur le CPU. PetaLinux est donc une distribution Linux qui est dédiée pour les systèmes on-chip d'AMD. Et donc, on va importer, comme j'ai dit, le design qu'on a préparé au préalable, ce qui va nous permettre de configurer l'interface entre le CPU et la logique programmable, pour au final permettre un accès direct à notre Deep Learning Processing Unit depuis le système d'exploitation qui sera sur le CPU. Pour les autres configurations, globalement ça ressemble à n'importe quelle autre configuration et compilation d'un système d'exploitation Linux. Donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, avec tous les problèmes qu'on peut rencontrer liés à ça. Donc maintenant qu'on a préparé notre environnement, tout d'abord ça va être possible déjà de le tester sur la cible, voir si ça marche. Et puis une fois qu'on a validé ça, on peut commencer à s'intéresser à la troisième étape,
qu'il s'agit donc de la compilation du modèle. Cette étape, le but, ça va être qu'on va partir d'un modèle dans le format des frameworks usuels, PyTorch et TensorFlow, et puis on va le convertir en instructions qui sont compatibles avec notre IP de Deep Learning Processing Unit. Avant toute chose, il faut déjà savoir quel modèle on va utiliser. Et il faut savoir que malheureusement, l'intégration dans la framework de VTCI, elle nécessite quelques adaptations du modèle dans les scripts qui ne sont pas forcément anodines. Mais pas de panique parce que, du coup, pour pallier à ça, VTCI nous propose ce qu'ils appellent le modèle Zo, qui est en fait une collection d'une centaine de CNN qui ont déjà été préconfigurés et qui sont déjà adaptés, prêts à être utilisés dans la framework. Donc 100 modèles, ça peut paraître beaucoup. Cependant, on peut retrouver, il faut s'attendre à retrouver un petit peu de redondance. On voit ici, on a à peu près 10 fois le même modèle qui sera juste avec quelques variations et optimisations différentes. Donc il faut quand même être conscient que le choix n'est pas si vaste que ça. Donc une fois qu'on a notre modèle, il faut l'entraîner. Ça peut être déjà fait au préalable, ou il y a aussi la possibilité de le faire directement dans la framework. Et puis on va pouvoir commencer la conversion de notre modèle en instruction du DPU. Pour ça, il y a 3 étapes. La première, elle est facultative, c'est l'optimisation. Ça va plus ou moins se résumer à faire du pruning pour réduire la complexité du modèle, mais on n'est pas obligé de passer par là. Et la deuxième étape, c'est la quantisation. Donc, comme ça fait un petit peu le lien avec la présentation d'avant, on va transformer les poids floating point train 2 vers des integers sur 8 bits. Évidemment, on perd en granularité dans les poids, donc vous vous attendez bien à ce qu'il y aura un impact sur les performances du modèle. C'est ce qu'on verra juste après. Finalement, la troisième étape, qui est assez rapide, c'est la compilation. Donc là, on va traduire notre modèle en instruction compatible avec le DPU. Un petit point important, ou assez cool, c'est que tout ça, ça peut se faire sur un Docker container qui est mis à disposition par la framework. Donc ça facilite un petit peu la mise en place et l'utilisation. Je reviens du coup sur l'étape la plus importante de ce processus qui est la quantisation. Une fois que notre modèle a été entraîné, donc le processus par défaut qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle la post-training quantization. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est assez relativement rapide de le faire. Et puis, une fois donc qu'on a passé ce processus, on va pouvoir tester notre modèle avec les nouveaux poids, donc au format integer 8 bits, pour évaluer l'impact que ce processus aura eu sur le modèle. Par exemple, ici, c'est le cas que j'ai rencontré moi lorsque j'ai utilisé. Ça représentait à peu près 10% de perte en mean average precision. Pour ceux à qui ça parle, je ne vais pas m'étaler trop sur cette mesure-là. Bref, ce qu'il faut savoir, c'est que l'impact que ça a sur notre modèle, ça peut vraiment varier en fonction du modèle, donc ça dépendra duquel on utilise. Et du coup, s'il s'avère que l'impact est trop important et n'est pas acceptable pour notre application, eh bien, il y a un deuxième processus qui est un petit peu plus complexe et plus long à réaliser, qui s'appelle Quantization Aware Training, et qui permet du coup de pallier en partie cette perte de performance. Donc voilà, maintenant on a notre modèle qui a été traduit en instruction du DPU. Et on peut passer donc à la dernière étape qui est le développement de l'application. Cette application, c'est ce qui va permettre de lier un petit peu le tout. Et donc elle va prendre notre modèle traduit pour l'envoyer vers le DPU et l'utiliser ensuite sur le hardware. Donc, comme j'ai dit, cette application, son rôle, c'est donc d'initialiser le ou les DPU, auquel cas on en a plusieurs, charger le modèle, de mettre à disposition les données aussi, et puis de gérer un petit peu le tout. Pour ça, on a quatre API qui nous sont proposées. La première, VTS AI Runtime, c'est la librairie de plus bas niveau.
Elle va permettre un contrôle direct sur le DPU, mais elle va être plutôt réservée à une utilisation plus avancée parce qu'il va falloir des connaissances, une bonne compréhension de la framework. Et cette librairie, c'est un peu la base de toutes les autres. Et puis ensuite, de l'autre côté, on a AI Library, qui est la librairie de plus haut niveau, plutôt réservée du coup pour les démos, mais c'est celle que j'ai utilisée et qui permet vraiment une, une utilisation plus rapide, euh, enfin un développement plus rapide que les autres. On a moins de choses à faire. À noter que cette librairie, elle contient déjà notamment les étapes de pré- et post-processing des données. Et donc, c'est vraiment la plus facile à utiliser au début. Et puis ensuite, on a les deux autres. Les deux autres, elles sont plutôt, enfin, elles sont juste un entre-deux de ces niveaux d'abstraction. Alors maintenant qu'on a développé notre application, eh ben, il ne reste plus qu'à la faire tourner sur sur l'OS Peta Linux qu'on a configuré avant, et puis de voir si tout ça, ça fonctionne. Donc je vous ai mis ici un petit exemple, juste une image du dataset que j'ai utilisé, avec tout d'abord l'inférence au niveau PyTorch, puis après une inférence sur la cible. On peut le voir, ça fonctionne plutôt bien. On a du coup là, pour cette image, les mêmes détections des deux côtés. Et je vais juste boire un peu d'eau. Voilà. Du coup, on peut voir que ça marche plutôt bien. Bien sûr, on va retrouver l'impact sur le dataset complet. On va retrouver l'impact qui est dû à la quantisation qu'on a vu quelques slides plus tôt. Donc moi, durant mon projet, j'ai malheureusement pas eu le temps d'aller beaucoup plus loin dans l'intégration. Par exemple, d'intégrer une caméra ou pour pouvoir faire un test en temps réel. Mais du coup, je vous ai trouvé une petite vidéo sur YouTube qui montre un exemple d'utilisation en temps réel. Donc voilà, l'application est un peu différente, on a juste une détection d'un visage ici. On peut voir en bas à droite, c'est la carte de développement qu'il a utilisée. Mais voilà, ça permet un petit peu de se rendre compte de comment ça fonctionne une fois, voilà, une fois que ça tourne. Donc voilà, maintenant on a vu un petit peu les différentes étapes du workflow et comment on utilise cette framework. Maintenant, je vais revenir sur quelques points que j'ai pu constater durant mon expérience pratique avec cette framework euh, et qui méritent, je pense, d'être considérés avant de se lancer dans VTCI. Donc je commence avec les points positifs. Tout d'abord, l'approche avec cette Deep Learning Processing Unit. C'est une approche qui est basée sur une architecture générique. Donc ça c'est pratique parce qu'une fois du coup qu'on a configuré notre hardware et puis notre, notre système d'exploitation Peta Linux, on va pouvoir le réutiliser à souhait. Donc que ce soit durant les itérations de développement ou alors si on a envie de faire tourner d'autres modèles sur le même hardware, on n'a plus besoin de reconfigurer ces deux premières étapes. Ensuite, les démos, elles sont assez bien faites, elles permettent de démarrer assez rapidement et de vite se retrouver avec un modèle qui tourne sur la cible. Et puis finalement, les possibilités de configuration sont assez vastes. Cependant, une petite retenue quand même, ça demande une assez bonne compréhension de la framework si on veut vraiment savoir ce qu'on fait. Ce qui me permet donc de passer un peu aux limitations. Vous avez peut-être pu le remarquer, VTCI, c'est quand même un assez gros morceau. Et au-delà des démos, eh bien, on va vite rencontrer quelques difficultés. Ça va demander du coup un investissement assez important si on a envie de réussir à maîtriser cette framework et de l'exploiter dans tout son potentiel. Donc notamment, on va être vite limité, bon déjà par le choix du modèle, ça supporte que les CNN. Et puis, en dehors de ça, le modèle ZO, ça va vite devenir une contrainte. Donc, on va vite être bloqué à devoir. Enfin, ça va être un critère de choix du modèle qu'on a envie d'utiliser pour notre application, parce qu'on n'aura pas forcément envie
d'essayer nous-mêmes d'adapter notre modèle pour l'intégrer dans la framework. Et puis, même une fois qu'on a un modèle qui est compatible, eh bien, on risque de se retrouver limité dans le développement de l'application software. Donc, je vais vous donner une petite anecdote là-dessus. Parce que, en fait, déjà, un utilisateur normal, il va tout de suite choisir la librairie de plus haut niveau, puisque les autres, il faudra un investissement important pour les comprendre. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et il se trouve que le dataset que j'avais, les images étaient dans un format légèrement différent du dataset utilisé par la démo. Et malheureusement, la librairie n'était pas très générique, donc il y avait des valeurs, des dimensions des vecteurs qui étaient hardcodées. Donc j'ai dû aller modifier cette librairie, la recompiler de A à Z et puis la recharger sur l'OS pour pouvoir utiliser mon dataset sur la cible. Donc ça c'est un point un petit peu qui est assez dommage avec cette framework, c'est que cette API qui est très rapidement prise en main dans la démo, eh ben on va difficilement pouvoir l'adapter pour notre application. Donc ce qu'il faut retenir un petit peu, c'est que c'est une framework qui peut être très puissante, cependant il y a un assez gros gap entre finalement les démos où tout va bien et c'est assez facile d'utilisation, et puis après pour une réelle application en pratique, si on veut personnaliser notre application, ça va devenir plus compliqué. Et puis un dernier point que j'ai noté, l'obsolescence. Si on va sur leur GitHub, on verra que ça fait plus d'une année qu'il n'y a plus d'activité. Donc peut-être fin de VTCI. Enfin, ça c'était ce que je pensais jusqu'à il y a 3 semaines, puisqu'ils viennent d'annoncer qu'ils vont sortir une nouvelle version courant 2026. Donc c'est un peu affaire à suivre, on verra. À première vue, ça cible plutôt un système on-chip, une gamme au-dessus au niveau des performances. Donc ça correspond aussi un petit peu avec la tendance actuelle. On peut aussi faire le parallèle. Je ne sais pas si vous avez vu, début octobre, AMD ont annoncé une grande collaboration avec OpenAI. Donc ça montre aussi un peu où vont leurs investissements, plutôt vers les performances et le high computing que les petits systèmes embarqués. Mais donc affaire à suivre. Avec ces quelques limitations, je vous propose quand même quelques alternatives, principalement qui se basent sur la High Level Synthesis. Donc le principe de la HLS, c'est qu'on va directement traduire du code en C ou C++ en langage HDL synthétisable. Ça permet une meilleure flexibilité. Donc on n'a plus cette approche avec une sorte de coprocesseur et un CPU qui est central. On pourra plus facilement intégrer des stages de pré- et post-processing directement dans la FPGA par exemple. Cependant, point faible, on est obligé de régénérer un nouveau bitstream à chaque itération. Régénérer un bitstream dans ces cas-là, ça prend souvent pas mal de temps. Et donc ça ralentit un peu le développement. Parmi ces frameworks, on a Fin, tout d'abord, qui est une autre framework d'AMD, et la plus intéressante à mes yeux, HLS4ML. C'est un projet collaboratif open source qui a d'abord été initié par le CERN, et l'avantage avec cette framework, c'est qu'elle a été déjà prouvée sur plusieurs cibles, avec différentes architectures de réseaux de neurones. Donc il y a aussi d'autres que des réseaux de neurones convolutionnels. Et puis finalement, le dernier, c'est simplement l'équivalent de VTCI chez la concurrence, donc du côté d'Intel. Voilà, donc j'ai un petit peu fini avec le contenu de cette présentation. Avant de terminer, laissez-moi encore je me permets de vous prendre encore 2-3 minutes pour vous présenter un autre projet. Donc mon travail de master, comme j'ai dit, il se porte sur le développement d'un microcontrôleur d'architecture RISC-V. Et ça rentre dans le cadre de quelques différents projets de recherche et développement sur lesquels on bosse, on travaille au sein de l'école depuis déjà 2 ans maintenant.
Et donc, on vise le développement sur ASIC. Un ASIC, donc Application Specific Integrated Circuit. Donc un ASIC, c'est une puce un petit peu personnalisée en gros. Et parfois, c'est une des meilleures solutions par rapport à faire avec ce qu'on trouve sur le marché. Et donc, on est une petite équipe qui travaille là-dessus dans l'école, et c'est un projet qu'on aimerait bien faire évoluer et puis développer un peu plus pour aller plus loin. Donc, si vous ou quelqu'un dans votre réseau serait peut-être intéressé pour développer un ASIC avec une partie numérique faite sur mesure, n'hésitez pas à me contacter, ou on peut aussi en parler après à l'apéro si vous voulez. Voilà, donc cette fois j'en ai vraiment fini. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis je remercie aussi les organisateurs de ces séminaires Linux qui sont toujours très intéressants. Et puis donc place aux questions si vous avez encore de la force. Merci beaucoup. Voilà, parmi les deux personnes qui ont levé la main, qui voulaient coder en VHDL tout à l'heure, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Bon, alors, déjà, merci pour la présentation. J'ai remarqué du coup que le coprocesseur, il est générique, il est implémenté dans une FPGA qui a du coup la particularité d'avoir une logique très flexible. Justement, comme on a des coprocesseurs spécifiquement designés dans le dur en silicium là-dessus, est-ce que ça apporte un avantage réellement d'implémenter un coprocesseur comme ça? Et puis aussi, est-ce que les caractéristiques du coprocesseur, elles peuvent être designées en fonction du modèle qu'on reçoit, ou bien est-ce que c'est des décisions à faire manuellement en amont? Alors, ouais, justement, donc là, est-ce que non, oui, ici, je reviens à la slide. Donc, cet IP, le DPU, il va être configurable. Bon, déjà, il va dépendre des FPGA qu'on a. Il y a plusieurs configurations possibles. Et puis, on peut vraiment configurer pas mal de choses là-dedans. J'ai pas vraiment pu le tester plus que ça au niveau de ses configurations. Mais normalement, c'est possible aussi de l'adapter, de l'optimiser pour un modèle spécifique. Après, effectivement, c'est juste une alternative à utiliser un coprocesseur dans le dur en soi, mais je ne sais pas si ça répond à ta question. Est-ce qu'il y a une autre question? Déjà, merci pour la présentation. Je voulais savoir si tu avais réalisé des benchmarks entre la version YOLO GPU et peut-être celle qui tourne sur ton DPU. Je sais pas, en termes de temps d'inférence ou aussi vis-à-vis de la consommation de l'électricité, peut-être. Alors, bon, au niveau de la consommation, oui, ça j'ai mesuré. Enfin, j'ai mesuré. En gros, quand on fait un design FPGA, on peut avoir une estimation de la puissance que ça va consommer. Pour le coup, il y a une partie de puissance statique qui est de toute façon consommée, et une partie de puissance dynamique qui dépend du coup d'à quel point on l'utilise. Pour le coup, j'étais en dessous de 10 watts, avec dans ces 10 watts, 9 watts de puissance dynamique. Donc, j'ai pas pu aller vraiment plus loin dans la mesure sur la cible, la mesure réelle, mais en tout cas c'est en dessous de 10 watts. Et puis la première question. Peut-être le temps d'inférence aussi. Oui, donc le temps d'inférence. Alors, c'est assez compliqué
d'avoir une comparaison qui fait vraiment du sens. Si on compare avec une inférence sur un GPU qui tourne une 4090 ou je sais Oui. pas quoi, ça fait pas vraiment du sens de comparer avec un... Non, c'est pour ça que je disais peut-être le temps d'inférence par rapport l'énergie que ça consomme, peut-être ça a du sens. Ah ouais, ok, Ouais. ouais. Si on met les deux en relation, je Oui. sais pas. Ouais. Oui. Bon, je suis pas allé aussi loin que ça dans le projet. Et aussi, j'ai rencontré du coup quand même quelques difficultés en pratique avec la framework. Si je me souviens bien, le temps d'inférence que j'avais, c'était à peu près à 6... Enfin, j'étais à peu près à 6 images par seconde, ce qui était un petit peu décevant en réalité. Cependant, dans le modèle Zo, ils ont, pour chaque modèle, ils ont le temps d'inférence que eux, ils ont réussi à avoir. Donc ça dépend aussi, je ne sais pas quelle configuration ils ont utilisé pour les obtenir. Mais normalement, je m'attendais à avoir un résultat un petit peu plus que 6 images par seconde. Après, bon, ça dépendra aussi des modèles, etc. Ok, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une toute dernière? Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question concernant la compatibilité avec les modèles, justement ce modèle Zoo. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est documenté? Comment on fait pour rendre un modèle compatible avec cette DPU? Ou est-ce qu'on est complètement dépendant de Virtis AI? Et si c'est documenté, est-ce que c'est quelque chose qui est accessible facilement? Alors, moi, j'ai pas vraiment trouvé de documentation explicite, step by step, qui explique comment on intègre un modèle dans la framework. Après, il y a pas mal de documentation sur les DPU, sur l'utilisation d'un modèle. Il y a quand même un petit peu de documentation qui explique comment on intègre un nouveau modèle. Mais alors personnellement, j'ai pas eu le temps vraiment d'aller chercher beaucoup plus loin que ça. Mais ça a l'air assez compliqué et la documentation n'est pas toujours très bien structurée. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu toujours la même chose. Mais on est vite perdu. Il y a beaucoup de choses. Donc ça prend vraiment. Enfin, je pense qu'on peut trouver, mais ça va prendre du temps de trouver les informations aux bons endroits. J'espère que ça répond à ta question. Merci beaucoup. Alors, encore merci Julien pour la présentation et un petit cadeau aussi pour toi. Merci beaucoup.